Salut Bissom, bienvenue dans ce second épisode de Planète électrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la recharge de nos chères autos électriques et d'un rapport ministériel qui en traite. Le 12 juillet 2019 est sorti un rapport sur l'état des lieux des infrastructures de recharge de voitures électriques, réalisé conjointement par le ministère de la Transition énergétique, par la Direction générale des entreprises et l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce rapport nous donne une bonne image de ce qu'est aujourd'hui la recharge électrique en France. Nous allons nous baser pour cet épisode sur son contenu et je vous invite à aller voir en description, il y a le lien vers le PDF de ce rapport qui est vraiment très intéressant. Alors c'est très touffu, ça traite de beaucoup de sujets. Nous ne traiterons que des sujets les plus importants de ceux qui vous intéressent. Rassurez-vous, je ne vais pas vous le commenter page par page parce que sinon on y est encore demain. Et surtout, je vais vous perdre en cours de route. Donc on va faire les choses très succinctement comme on le fait toujours dans les planètes électriques et faire en sorte de vous expliquer où on en est avec la recharge des voitures. À aujourd'hui, le parc de voitures électriques est de l'ordre de 206 100 voitures en France, utilitaires compris. On prévoit dans un proche avenir, à savoir pour 2023, un nombre de 2,3 millions de voitures électriques utilitaires également compris. Dans ce cadre, l'objectif pour l'État français est d'avoir 50 000 points de recharge en 2020 et 7 millions à l'horizon 2030. C'est juste énorme. Il faut bien dire que le plus gros frein à l'adoption des véhicules électriques, c'est effectivement cette recharge. Parce que c'est ce qui angoisse les gens. En 2014, 51% des personnes interrogées estimaient que la recharge était le point le plus bloquant pour l'adoption de la voiture électrique. Par contre, en 2018, le même sondage a donné un résultat de 22% à peine. Et ça s'améliore encore. Une directive ministérielle de 2017 a précisé et clarifié l'offre en termes de recharge électrique. On a également aujourd'hui une norme européenne qui est la norme type 2 Combo CCS. Cela concerne les prises de recharge et toutes les nouvelles bornes installées doivent comporter soit une prise type 2, soit une prise combo CCS. Cette simplification est largement reprise par les pouvoirs publics ainsi que par les constructeurs et les nouveaux réseaux de recharge. Pourquoi ? Bien parce que cette simplification tranquillise les utilisateurs et donc favorise leur utilisation. De plus, la simplification a attiré de nouveaux acteurs, de nouveaux investisseurs et des investissements massifs se font aujourd'hui parce que on sait exactement où on va. Les industriels aiment bien avoir une direction vers laquelle aller et ne pas partir vers l'inconnu. Si aujourd'hui Tesla est la marque qui monte, c'est bien grâce à son réseau de recharge qui est extrêmement simple d'utilisation, extrêmement fiable et surtout très rapide. Deux arrêtés de 2016 ont également amélioré l'implantation de nouveaux réseaux de recharge dans l'immobilier neuf. Le prééquipement de places de parking est devenu obligatoire. Voici le tableau qu'on a dans le rapport. Du coup, cela rend compatible les nouveaux bâtiments avec n'importe quelle infrastructure de recharge, puisque ce n'est qu'un prééquipement. L'État apporte également une aide financière pour ceux qui voudront aller au bout de la démarche et installer les bornes. Nous verrons que ce n'est pas forcément la panacée d'ailleurs. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut expliquer ce qu'est une borne de recharge et quels sont les différents types de bornes, parce qu'il y a bornes et bornes. Les points de recharge peuvent être classés en deux catégories, les normaux et les rapides. Les normaux sont ceux qui sont destinés à être utilisés au quotidien. Elles se trouvent au domicile, sur le lieu de travail, voire sur un lieu de parking public ou dans les supermarchés. Le courant délivré par ces bornes est généralement du courant alternatif à une puissance maximale de 22 kW. Exceptionnellement, on trouve des bornes à 43 kW, mais elles ne sont utilisables que par des Zoé qui ont un système de recharge un peu particulier. La norme européenne oblige aujourd'hui tous les véhicules vendus en Europe à être équipés d'une prise type 2. Donc,
toutes ces bornes sont forcément compatibles. Toutefois, il faut bien préciser que une batterie se recharge avec du courant continu. Et lorsqu'on a du courant alternatif, il faut le redresser. Il faut faire du courant continu à partir du courant alternatif. Et ceci ne se fait qu'à partir d'un chargeur. C'est comme le chargeur de batterie que vous pouviez utiliser dans votre voiture thermique. Eh bien, ce chargeur, dit AC/DC, non pas le groupe de rock, non, AC/DC veut dire courant alternatif, courant continu, va redresser le courant et l'injecter dans la batterie. Donc, on est limité par la puissance de la borne, mais également limité par la puissance du chargeur. La plupart des voitures sont limitées à un chargeur de 7 kW, à savoir 240 volts pour 32 ampères. Il existe pourtant des véhicules avec des batteries un peu plus grosses qui vont accepter du 11, du 16 ou du 22 kW. C'est le cas par exemple des Tesla Model S qui peuvent aller jusqu'à 22. La Zoé étant un cas à part puisque dans le cadre de sa charge rapide, elle est équipée d'un chargeur permettant d'accepter 43 kW. C'est un cas unique parce que ce système n'a pas été adopté par les autres constructeurs. Cette exception disparaîtra d'ailleurs du marché assez rapidement puisque c'est une exception. Seule la généralité restera. Pour les points de charge rapide, il délivre du courant continu. En effet, le réseau étant alternatif, le chargeur se trouve dans la borne, voire dans une armoire séparée. La limitation se trouve au niveau de la voiture, en fonction de la manière dont la batterie est gérée, si elle est refroidie, si elle ne l'est pas, si la gestion se fait en 350, 400 volts, voire 700 volts comme chez Rivian. Et donc, on va avoir des puissances différentes. Aujourd'hui, une Tesla est capable d'accepter 200 kW, voire 250 si mes souvenirs sont exacts, 350 kW pour la nouvelle Porsche Taycan et un Kia e-Niro par exemple, c'est 77 kW. Tout ça dépend de la gestion. Le contrôle thermique, l'état de charge de la batterie ainsi que la température extérieure vont jouer sur la vitesse de charge. On parle uniquement de puissance maxi. Donc, au fur et à mesure que la batterie se chargera, la puissance va baisser, quoi qu'il arrive. La limite de charge peut également dépendre de la borne elle-même. Alors, ça peut dépendre de la taille de la batterie tampon utilisée. La limitation de charge dépend également de la prise utilisée. Les bornes rapides doivent être équipées d'une prise combo CCS. Une ancienne norme existait également qui était la norme CHAdeMO. Une combo CCS permet d'aller jusqu'à 350 kW à ce jour. Une CHAdeMO, c'est uniquement 50 kW. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a changé la norme en Europe. Il faut préciser une chose, c'est que cette norme japonaise a subi une petite évolution qui permet d'aller à 150 kW, mais elle n'a été adoptée nulle part. Seule la Nissan Leaf est équipée d'une prise CHAdeMO, et franchement dit, ça va disparaître aussi. Encore une exception qui disparaîtra au profit du combo CCS, qui existe dans deux versions, une version US et une version Europe. Même le constructeur Kia Hyundai a abandonné le CHAdeMO lors du passage au Icona et au e-Niro. On voit bien que la simplification est en marche et c'est tout profit pour l'utilisateur. Tout devient simple, logique et facile d'utilisation. C'est exactement ce qu'on voulait. Mais il faut bien préciser une chose, c'est qu'on n'est pas arrivé à ce type de solution du jour au lendemain. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les premières expériences de voitures électriques datent de la moitié du 19e siècle, donc c'est pas d'hier. C'est toutefois autour de 1900 qu'on voit les premières voitures électriques proposées au public. Quelques années auparavant, les grandes villes commençaient à s'électrifier et le courant qui était délivré aux utilisateurs était très variable. Ça pouvait être du courant continu comme du courant alternatif. En fonction du fournisseur, vous pouviez avoir un courant différent. Lorsqu'il s'agissait simplement d'allumer une lampe, ça allait, mais quand il fallait charger une voiture électrique, commencer à alimenter des moteurs électriques, que ce soit du courant continu ou triphasé ou monophasé, ça devenait compliqué. Là où Edison proposait du courant continu, Nikola Tesla et Westinghouse adoptaient le courant alternatif nettement plus adapté à ce qu'on voulait en faire. À cette époque-là, s'est déroulée la guerre des courants. Je vous invite à aller voir le lien. Il y a un petit article Wikipédia qui est super bien fait. Et franchement, allez le voir, c'est vraiment bien. Parce que du coup, ça vous explique le pourquoi de l'adoption de notre courant d'aujourd'hui. Du coup, en 1900, on avait tous le même courant.
en l'occurrence du 110 volts alternatif 50 Hz. De ce fait-là, ce courant étant normalisé, on pouvait mettre en place une infrastructure de recharge pour les voitures électriques, tous avec le même courant. Encore une fois, la simplification a permis de développer quelque chose. Du coup, les constructeurs de voitures ainsi que les fabricants d'infrastructures de recharge pouvaient fabriquer un système de série et l'installer où que ce soit avec les mêmes résultats. Cela a favorisé l'essor des omnibus électriques en ville et ainsi que l'adoption par une classe aisée de véhicules électriques. Parce que il faut bien dire qu'à l'époque, les véhicules thermiques, c'était puant, c'était pas fiable et c'était très compliqué d'utilisation. La voiture électrique, on la branchait, une fois qu'elle était chargée, on pouvait se balader avec. Par contre, à cette époque-là, seules les villes pouvaient être équipées de voitures électriques, parce que l'électricité n'était pas arrivée à la campagne, tout simplement. Donc du coup, on voit l'arrivée de véhicules tels que la Ford T, qui étaient équipés non pas pour rouler au pétrole, mais pour rouler à l'alcool. Parce que dans les fermes, on distillait tous de l'alcool. On pouvait utiliser en gros du whisky, du schnapps, et ça marchait très bien. Ce n'est que plus tard, lorsque Rockefeller a voulu s'imposer avec sa société Standard Oil, que le pétrole est revenu en force. Mais a priori, il avait perdu la guerre de l'énergie dès le début du XXe siècle. Et les choses en sont restées là jusque dans les années 90. La voiture électrique a vivoté, tout doucement, mais elle ne s'est plus développée. La voiture électrique, du coup, est restée cantonnée à des utilisations précises, comme le chariot élévateur, comme des trains dans les mines, comme la voiture de golf. Donc pendant des décennies, on a exploité les voitures électriques à toute petite échelle. C'est en France et en Angleterre que les choses ont commencé à bouger. C'est l'AFNOR qui a adopté la première, une prise de recharge pour tous, qui s'est appelée Type 3. C'est une norme qui existait jusqu'en 2016-2017, mais elle n'est plus utilisée aujourd'hui. Très limitée en puissance, cette prise Type 3 a été utilisée pour les 106 électriques, les berlingots, les Clio, mais aussi pour les premières Zoé. Ce n'est que récemment que la Type 2 a été imposée, comme je vous ai dit, 2016-2017, car elle permet de passer un courant plus élevé. On sait maintenant pourquoi et comment les conditions ont évolué vers une meilleure couverture des infrastructures de recharge. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce graphique où on voit que effectivement ça s'accélère. Le réseau se densifie, les investissements augmentent et c'est plutôt bien. Par contre, on va se rendre compte que la majorité des bornes de recharge sont propriété des collectivités locales. C'est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce que le réseau se densifie en nombre. Toutefois, la qualité du service laisse un peu à désirer. L'État subventionne la pose de bornes. Mais par contre, c'est une subvention qui est fixe. Donc, les maires et les décideurs vont installer la borne la moins chère, donc forcément la moins efficace, et sûrement la moins fiable. Ce qui fait que la majorité de ces prises ne sont pas réellement utilisables au quotidien par les utilisateurs, par les usagers. On répond ainsi aux obligations de l'État à peu de frais, mais avec peu d'efficacité. Même l'opérateur historique EDF, au travers de sa filiale Easyvia et à son réseau Corridor de charge rapide sur les autoroutes, est parti dans ce travers. On se retrouve avec des bornes qui sont très peu utilisables parce que toujours en panne, parce que de très mauvaise qualité. On arrive à avoir 50 kW de charge pendant 2-3 minutes, mais la batterie tampon est tellement petite que finalement on tombe à 15 ou à 20. Et les recharges s'allongent. Il y a une borne par aire d'autoroute qui est tout le temps occupée, les voitures ventouses, les recharges qui s'allongent, le prix qui est complètement fou. L'utilisateur, en gros, ne s'en sort plus. En plus de l'unité technique qui aujourd'hui est là, on va avoir besoin d'une unité en ce qui concerne le modèle économique. Aujourd'hui, pour se brancher, il faut avoir différents moyens de paiement. Que ce soit un badge dédié, que ce soit un badge multi-réseau, que ce soit une carte bancaire, ça c'est dans le meilleur des cas, ou alors il faut avoir un abonnement, une application, c'est très compliqué. De plus, les tarifications sont obscures. Une fois c'est à la minute, une fois c'est au kilowatt, une fois c'est avec de la charge rapide, on ne sait pas trop où on va. L'utilisateur s'y perd, et quand il s'y perd, il ne touche pas. De plus, le rapport pointe que 63% des bornes installées
n'atteindront pas la rentabilité. Et pour cause, dans 79% des cas, l'installation d'une borne ne requiert aucune modification du réseau EDF. Eh oui, les bornes sont trop petites. Donc l'arrivée de courant peut être faible, on s'en fout finalement, ça marche très bien. On va préciser une chose, c'est que si la majorité des bornes sont installées par les collectivités locales, imaginons que les gens qui installent des bornes le fassent pour gagner de l'argent. Là, la donne serait complètement différente. Parce que si vous avez besoin de gagner de l'argent en vendant du courant sur une borne, eh bien vous allez faire les choses bien. Comme nous l'avons vu précédemment, pour être rentable, pour être utilisée, une borne doit être simple d'utilisation, fiable et rapide. Le système de paiement doit être compréhensible et facile d'utilisation également. Tesla a été un précurseur dans le domaine. Aujourd'hui, les superchargeurs sont très faciles d'utilisation. Il suffit de brancher la voiture, on est facturé sur l'application Tesla et on est prélevé. Terminé. Ça fonctionne, c'est simple et c'est super pratique. Du coup, certains constructeurs automobiles, pour prendre de l'avance sur les autres, ont dit on va faire la même chose. Mais plutôt que ce soit chaque constructeur qui fasse son réseau de recharge, ils se sont mis ensemble et cela a donné deux gros réseaux qui sont en train de se mettre en place, l'un aux États-Unis, l'autre en Europe, à savoir Electrify America et Ionity. Les constructeurs qui prennent part à ces deux réseaux sont quasiment les mêmes, en tout cas les bases sont les mêmes, ce sont les constructeurs allemands. Les groupes VAG, Mercedes-Benz et BMW sont précurseurs dans les deux systèmes. Aux États-Unis, des gens comme Lucid ont déjà adhéré à Electrify America. En Europe, le dernier à avoir adopté Ionity, c'est Kia Hyundai. Pourquoi? Parce que ces constructeurs savent bien que si le réseau fonctionne bien, ils vont vendre des voitures. Je précise également que les pétroliers également investissent dans ces réseaux de charge. Pourquoi? Tout simplement pour effectuer leur transition économique du modèle pétrole vers un autre modèle. Ces réseaux sont basés sur le même principe que Tesla, donc des points de recharge avec de multiples bornes, des bornes rapides, fiables, fonctionnelles. La seule différence, c'est que comme ils s'adressent à plusieurs marques, on ne peut pas utiliser le système de l'application. Du coup, ces systèmes disposent d'un mode de paiement par carte bancaire ou par application. La puissance des bornes Ionity était d'abord de 50 kW, aujourd'hui elle est passée à 150 et on va bientôt avoir des bornes à 350 kW. C'est plutôt sympa. Cela permettra de charger des voitures avec des grosses capacités de batterie, au-delà de 100 kW. Pour en finir avec le système tarifaire, on peut prendre exemple sur l'Angleterre. Aujourd'hui, toute nouvelle installation doit comporter un système de paiement par carte bancaire. C'est une loi anglaise sur l'installation des bornes. Et ça, franchement, je trouve ça très bien. Parce que finalement, si vous allez à la station-service, vous payez par carte. Et bien, ça doit être pareil pour le réseau de recharge. On parle beaucoup des charges rapides. D'ailleurs, toute personne qui parle de voiture électrique, les limitations, ils pensent uniquement aux charges rapides. Mais ce n'est qu'une toute petite partie du problème. Parce qu'aujourd'hui, moins de 10% des recharges se font sur les recharges rapides. Mais les acheteurs de voitures neuves se préoccupent essentiellement de cette charge rapide parce qu'ils disposent généralement soit d'un garage, soit d'une cour fermée avec une prise de courant dans un pavillon ou dans une copro. Au fur et à mesure que les véhicules électriques se démocratiseront, on va retrouver une clientèle plus populaire et donc pas forcément avec un garage ou même une place de parking dédiée. Et là, il va falloir trouver des solutions pour leur permettre de recharger. Et ce, au quotidien. En effet, aujourd'hui, on a une classe populaire qui va avoir besoin d'un chargement social. Parce que ce sont les gens qui vont acheter des voitures électriques d'occasion qui aujourd'hui roulent en voiture thermique d'occasion. Il va falloir pouvoir trouver un endroit pour charger ces voitures. De nombreuses solutions sont expérimentées. Et je suis sûr qu'on n'a pas encore tout trouvé, hein. Il doit y avoir des trucs ingénieux à faire. Mais le système actuellement le plus ingénieux est le fait d'utiliser les lampadaires comme borne de recharge. Une petite modification sur les lampadaires permet d'installer une borne sécurisée qui permet de brancher ces voitures sur un réseau électrique de charge lente. Mais finalement, le lampadaire, il peut l'accepter.
Du coup, on ne modifie pas le réseau, c'est très facile et ça donne accès rapidement et pour pas cher à beaucoup de personnes. Des tests sont actuellement en cours avec ce système dans plusieurs villes d'Europe et en particulier à Paris, où la recharge est gratuite et est payée finalement par le stationnement. On trouvera bien rapidement un moyen de facturer de manière équitable avec par exemple une puce RFID installée dans la prise de recharge qu'on va pouvoir brancher et on pourra identifier par exemple la voiture par sa puce, par un transpondeur, par tout autre moyen et ce qui va permettre de facturer à des tarifs raisonnables. Avec un tel système, on pourra recharger la majorité des voitures sans faire de grosses modifications sur notre réseau de distribution d'énergie, ni surcharger les capacités de production. En guise de conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, toutes les solutions en termes de recharge de véhicules électriques sont en train d'être trouvées. Du coup, les inquiétudes chez les consommateurs diminuent et les ventes augmentent très rapidement. Avec une incitation forte, avec de l'éducation, avec un réseau de recharge, le boom de la voiture électrique est en passe d'arriver. Il faut toutefois que tout le monde joue le jeu. Et là, on va faire appel au civisme de tous. Ça va poser des problèmes. Aujourd'hui, c'est pas gagné parce qu'on voit les voitures ventouses, donc des voitures électriques qui restent branchées sur des bornes alors qu'elles sont chargées. Les voitures thermiques qui se garent sur les emplacements de voitures électriques, du coup on ne peut pas recharger. Tous ces problèmes vont devoir trouver des solutions. On peut d'ailleurs se demander quelle doit être la réponse à ces incivilités. Mais là, je vous propose d'en parler dans un nouveau Planète électrique qu'on va dédier exprès pour ça parce que le sujet est vaste. Merci d'avoir suivi ce Planète électrique. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas à me donner votre avis, ainsi que partager et vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt, roulez prudemment et ciao!